Je présente un petit énoncé ici. Donc on a un calorimètre à base de Dewar de capacité thermique 120 joules par kilo, par Kelvin, je m'excuse. Donc il contient 250 grammes d'eau et 40 grammes de glace en équilibre thermique. On demande quelle est sa température. Voilà. On chauffe lentement l'ensemble avec une résistance électrique. La température de l'eau du calorimètre atteint 28,8 lorsque la quantité de chaleur dissipée par la résistance est égale à 51 300 joules. Déduire de cette expérience la valeur de la chaleur latente de fusion de la glace. Donc un calorimètre à base de Dewar, on connaît sa capacité calorifique. La capacité thermique. Hein. Donc le calorimètre de Dewar de capacité thermique, c'est 120 joules par Kelvin, contient 250 grammes d'eau et 40 grammes de glace en équilibre thermique. On demande déjà quelle est sa température. Voilà, donc en équilibre thermique, quelle est sa température? Point d'interrogation. On chauffe ensuite, bon, après avoir répondu à cette question-là, on chauffe lentement l'ensemble avec une résistance électrique. C'est le but de calorimètre à base de Dewar. La température de l'eau du calorimètre atteint 28,8 degrés Celsius. Lorsque la quantité de chaleur dissipée par la résistance est de 51 530 joules. Alors, déduire de cette expérience la valeur de la chaleur latente de fusion de la glace. Voilà, donc on recherche l'inconnu, c'est clair et net, on sait ce qu'on recherche. Hein. L'inconnu, c'est la chaleur latente de fusion, LF, de la glace, qui est de... Bon, je vais déjà mettre la réponse, hein, comme ça, bon, elle varie dans une zone. Bon. Je vais mettre la zone pour laquelle elle est variable. Certains diront 333, d'autres diront 334, d'autres diront 335, d'autres diront 336. Je vais les mettre à côté des autres. Hein. Voilà. Certains diront 333. La plus connue, c'est 333 000. Hein. Voilà, 333 000. Si on trouve ça, c'est bon. Maintenant, si on trouve ça, c'est bon aussi. Voilà. Si on est dans la zone, c'est bon. Alors maintenant, si certains calculent avec ceci, non, plus. Il y en a 10, j'ai déjà calculé avec 335 000, parfois 336, maintenant le maximum, bon, pour aller jusque 337. Bon, si on est au-delà, c'est pas bon, hein, bon quoique, on pourrait encore discuter, 335, 336, et on va dire 337. Voilà. Donc, si on trouve une de ces valeurs, qui est connue, hein, la chaleur de fusion de la glace, est connue.
à moins que je me trompe avec... Bon, on va aller sur la glace. Chaleur latente. Si, c'est ça, c'est ça. 330 000, 333 000. Oui, c'est ça. Chaleur latente de fusion de la glace, c'est juste. C'est juste. C'est 333 000 joules à apporter pour faire fondre la glace. Donc c'est juste. Ou certains diront 334 000 joules, d'autres diront 335 000 joules, d'autres diront 336. Et maintenant, si on devait trouver une de ces valeurs-là, on serait bon. Bien sûr, c'est en kilojoules par... ouais, 333 kilojoules par kilogramme et par degré. Voilà. Si on devait, s'il s'avère qu'on trouve ça, c'est qu'on a bon. Sinon, des corrections s'imposeraient pour trouver la bonne réponse. Bon, la première des choses à faire, on va mettre les choses en place. Bon, ce qu'on a ici, que dit l'énoncé? Un caloromètre de Dewar, donc à base de Dewar, de capacité thermique 120 joules par kilo par Kelvin, contient 200 grammes, 250 grammes d'eau et 40 grammes de glace. Bon, on va déjà faire ça. On va déjà dessiner le calorimètre à base de Dewar. Je vais d'abord mettre le vase de Dewar. Pas trop grand non plus. Bon, mais on considère que le vase est parfaitement isolé. Hein. Bon, il n'y a pas de perte. On considère qu'il n'y a pas de perte avec le milieu, pas d'échange avec le milieu extérieur. Hein. Là, je suis en train de dessiner le vase de Dewar. Voilà. Bon, j'essaie de tenter de faire. Voilà. Donc, voilà. Voilà le vase de Dewar. Vase de Dewar. Bon. Alors maintenant, on va y placer ce qu'il faut y placer. On a de l'eau. Voilà. Dans ce caloromètre, on a de l'eau. Maintenant, on va y placer voilà, de la glace. Voilà. Alors, on va mettre une résistance thermoplongeur. Connectée, bien sûr, au circuit électrique. Hein.
Voilà. On va se raccorder donc un ampèremètre. Voilà. On a bien sûr l'autotransformateur. On a le secteur, bien sûr. Le secteur. Le secteur, on va à l'autotransformateur. Voilà. On a le réseau. Hein. Ici, c'est le réseau. On reprend une tension bien définie par rapport à l'autotransformateur. On prend une tension de service. Hein. On se sert au niveau tension en réglant la manette de l'autotransformateur. Bon, alors la manette, c'est comment elle est. Voilà, l'autotransformateur, c'est un boîtier qui est comme ceci. Je vais mettre dans un boîtier. Voilà. Alors, voilà son boîtier. Je ramène le secteur ici. Là, réseau. Je mets le réseau ici. Voilà le réseau. Alimentation secteur ou réseau. Ce qui veut dire que je vais recabler voilà. Alors, la tension de service. Je la prends ici. Voilà.
Voilà. Bien sûr, il y a une manette en forme de fleur. Ça, c'est quelque chose de mécanique. Hein. C'est pas électrique, hein, ça. Ça permet de faire monter le curseur, si vous voulez. Voilà, c'est monter ou descendre le curseur. Ne croyez pas que c'est une liaison électrique, hein, ça n'a rien à voir. C'est une liaison mécanique qui va aider le curseur à monter ou à descendre. La partie électrique, c'est le bleu. Voilà, et ça c'est tout simplement la manette qui va faire monter voilà, le curseur vers le haut, vers le bas, pour avoir la tension de service adéquate. Donc en fonction de la position du curseur, bon, il faut que je dessine correctement parce que sinon, sur l'enroulement, donc on définit le nombre de spires et donc le rapport de transformation de l'autotransformateur. L'autotransformateur, il n'y a qu'un seul enroulement. Un seul enroulement. Voilà. Et donc là, on a aussi bien le réseau. Voilà, et là on a la tension de service choisie en fonction du curseur pour lequel on a tourné la manette. On a choisi la tension de secteur via une manette. Voilà, donc là on a le vase. Le vase de Dewar, il est ici. Voilà le vase de Dewar. Les connexions sont ici. Hein. Un connecteur ici. Un connecteur ici. Voilà. Ici on a la fiche secteur. De ce côté-là, c'est la fiche secteur. Alors, ça c'est la manette en rotation. La rotation. Elle se fait, le mouvement du curseur se fait au travers d'une rotation. C'est la manette. Et maintenant, là on a le thermoplongeur ici. Résistance thermoplongeur. Je vais appeler R. Là, ceci c'est la glace. Là on a l'eau. Et on vient insérer un thermomètre.
Voilà le thermomètre. Et un agitateur pour rendre le mélange homogène. Agitateur à palette. Voilà. Alors je vais mettre mes appareils de mesure à aiguille, un ampèremètre. Il se branche en série hein, sur les circuits. Voilà. Alors je vais effacer le superflu. Bon, et ça c'est l'ampèremètre hein, à aiguille. L'ampèremètre, on va mesurer le courant. Et il me faut encore, pour mesurer la tension de service à choisir, il faut quand même la voir, donc il faut un voltmètre.
Voilà pour le voltmètre. Donc de nouveau, on va mettre un appareil à aiguille. Qui va mesurer la tension. Voilà. Voilà le voltmètre et voici l'ampèremètre. Donc là, le voltmètre se branche bien en parallèle, sur le circuit. On est bien en parallèle. Et là, on va mesurer la tension de service. On va mesurer la tension de service. Voilà, donc en fait, on a là une borne A. Et une borne B. Voilà. Une borne A et la borne B. Voilà. Alors comme je l'ai dit ici, attention que les pointillés de la manette ne font pas partie du circuit électrique. Hein. Ça c'est pour surélever le curseur, hein. Rien d'autre. Voilà, il y a une surélévation du curseur pour amener à un point de transformation euh, tout le long voilà, de l'autotransformateur. Hein. Voilà. Bon, mais on a tout. On a tout. Donc on a ici la tension. Donc que nous dit l'énoncé. Donc on a un calorimètre de Dewar de capacité thermique 120 joules par Kelvin. Capacité thermique du calorimètre 120 joules par Kelvin. Donc on va mettre les données. Capacité calorifique, là on a 120 joules par Kelvin.
Ça, c'est le caloromètre de devoir qui fait 120 joules par Kelvin. Alors, contient 250 grammes d'eau. Donc 250 millilitres. L'eau, il y a 250 grammes d'eau. Euh, 250 grammes d'H2O. « 40 grammes de glace en équilibre thermique. » Bon, ben là, on s'est déjà trouvé une réponse. Hein. Il y a 40 grammes de glace. Là, en équilibre. La glace est à 0. Voilà, elle est en équilibre avec l'eau. Hein. L'eau et la glace sont en équilibre. Quand est-ce qu'on a un système qui est en même temps solide et liquide? Solide plus liquide. À quel endroit on a le solide plus liquide? Pour l'eau, à pression atmosphérique, bien sûr. Mais c'est à 0 degré. Hein. Voilà, donc on est solide et liquide en même temps à 0 degré. Donc ce qui veut dire que l'eau est à 0 degré. Enfin, je m'excuse, pas l'eau. C'est l'eau et la glace. Ils sont en équilibre tous les deux, ensemble. On retrouve aussi bien de l'eau que de la glace. Ils sont en équilibre tous les deux, mais quand? À 0 degré. Donc ici, on peut mettre que la température au sein ici de mesurer est de, si vous voulez, 0 degré. Là, on est à 0. La température est à 0 degré Celsius. Parce qu'il y a un équilibre entre le solide et le liquide. Il y a un équilibre thermique. Et l'équilibre thermique, quand est-ce qu'on a solide liquide en même temps? C'est entre la phase solide et la phase liquide. Mais comme il s'agit de l'eau ici, la phase solide c'est ce qu'on appelle de la glace, la phase liquide c'est l'eau, c'est l'H2O. Ouais. Et l'équilibre entre la phase solide et liquide, on est aussi bien solide plus liquide, c'est-à-dire quand est-ce qu'on a sa pression atmosphérique? C'est à 0 degré. Pour l'eau bien sûr. Voilà. Donc on peut déjà répondre à une des questions. Quelle est sa température? Ouais, ici demander la température. Hein. Température d'équilibre. On a déjà répondu à une question. Voilà, on va la répondre. Donc, on va mettre la solution. Le liquide, qui est l'eau, est en équilibre avec sa phase solide à 0 degré Celsius à pression atmosphérique, bien sûr. Il faut qu'on soit à pression atmosphérique pour l'eau. Pour l'eau. Et ici, effectivement, on a de l'eau. Donc l'équilibre, on a la température, c'est ce que ça veut dire, on vient de trouver la température. Voilà. Donc on connaît la température initiale à l'intérieur du vase de Dewar. Bon. On a déjà trouvé quelque chose, on a mis en place ces données, on chauffe lentement l'ensemble avec une résistance électrique. La température de l'eau et du caloromètre atteint 28,8. Voilà. Là, on va chauffer, et lorsque la quantité de chaleur dissipée par la résistance est de 51 530 joules. Alors, comment obtenir 5530 joules? Je vais vous expliquer. Ici, on fait passer un courant, donc on aura une lecture du courant. C'est un courant efficace. Hein. Ça, c'est un ampèremètre à courant efficace. Voilà. On a le courant efficace. On a la lecture ici par la tension de service que vous allez choisir. Vous choisissez une tension de service.
En fonction de la tension de service, mais bien sûr, il faut monter jusque 28, je ne sais plus combien. 28,8. 28,8. Donc, alors, comment pour faire aller jusque 28,8? Mais le 28,8 va être donné par un courant donné et une tension donnée. Donc, vous choisissez votre tension. Bon, le courant sera dépendant de la résistance, hein, je vous le dis tout de suite. Le thermoplongeur, voilà, le thermoplongeur, on a une résistance ici R. La résistance est là. Le thermoplongeur, bien sûr, elle est isolée. Hein. Ben, le courant va dépendre de la consommation de la résistance ici. Voilà. Alors, on aura U efficace fois I efficace fois le temps. Bien sûr, il faut un chrono derrière tout ça. Et puis, bon, quand on a, après un certain temps, quand on arrive à 28,8, ben, on a mesuré bien sûr le temps, on a la tension pour laquelle ça a été réglé, et le courant de circulation, on a tout. Et là, on peut mesurer, si vous voulez, l'énergie dépensée qui vaut, je ne sais plus combien, 23 000, 51 000, 51 530 joules. Voilà. Donc, 51 530 joules. 51 530 joules. Donc, vous fixez une tension, peu importe laquelle. Voilà, vous faites circuler un courant. Vous avez la tension qui est donnée. Voilà, la tension efficace est fixée. Le courant, il va dépendre de la résistance par rapport à la tension fixée. Et grâce à un chrono, vous calculez le temps nécessaire pour arriver de 0 à 28. De 0 à 28. Quand vous arrivez à 28, mais vous avez le temps fixé par le chronomètre, la tension que vous avez choisie, la tension de service, et le courant pour lequel vous avez pour lequel a circulé le courant. Attention que le courant ici, il est, on va dire, le courant efficace c'est toujours le même, hein, il ne varie pas, on a toujours la même résistance. Vous avez toujours la même tension efficace de service, vous avez toujours la même résistance, ça ne bouge pas, donc le courant efficace il ne bougera pas. Hein. Le seul paramètre qui bouge ici, c'est le temps. Hein. Voilà, c'est le temps qui va se mettre à comptabiliser. Et alors bon, il y aura un chauffage de l'eau jusqu'à on arrive à 28,8. 0,28,8. Voilà. Et là, quand on arrive à 28,8, ben, si on fait I efficace fois U efficace fois le temps, correspondant, on mesure 51 530 joules en faisant ce calcul-là. Bien sûr, on arrête le chrono à un moment donné. Voilà, on a 50. Ça veut dire qu'on a fourni 51 530 joules. Bon, alors à quoi a servi 51 530 joules? Les 51 530 joules fait en sorte qu'il n'y a plus de glace. Il n'y a plus de glace. Puisqu'on monte à 28, l'équilibre est à 0, on va aller à 28. À partir de 1 degré, il n'y a plus de glace. Hein. Voilà, donc ici, il n'y a plus de glace. Donc la glace a disparu, elle a fondu. Donc on a un changement d'état de la glace. On aura un changement d'état de la glace. Voilà. Donc on fournit 51 530 et on a un changement d'état de la glace. Et en plus de ça, on a une variation de température. Plus une variation de température qui va aller de, si vous voulez, de 0 à 28,8. Il va aller la température va monter de 0 à 28,8. Quoi? Ben l'eau. Hein. C'est la masse d'eau qui va faire une variation de température de 0. Donc on aura un changement, une énergie qui va être dans les 51 530. Il y a une énergie pour faire fondre la glace. On est bien d'accord. Une énergie pour faire une variation de température pour aller de 0 à 28. Mais attention, attention. Le caloromètre ici à base de Dewar possède une capacité thermique. Hein. Ça veut dire que lui va absorber aussi de l'énergie. C'est ce que ça veut dire. Il y aura des pertes, pas de l'extérieur, parce qu'on a dit que le caloromètre était isolé, mais la chaleur apportée par la résistance, par l'autotransformateur au travers de la résistance plongeur, ben, va faire en sorte qu'il y ait une énergie qui va être consommée par le calorimètre. Voilà. Alors le calorimètre va faire une variation de 0 à 28, tout comme l'eau va aller de 0 à 28. Simplement, on connaît la capacité thermique de, je ne sais pas où ce que je l'ai mis, la capacité thermique, il est là.
capacité thermique du caloromètre. Connaissant la capacité thermique du caloromètre et la variation de température, rien qu'avec ces deux données-là, ça permet de trouver l'énergie consommée par le caloromètre à base de Dewar. Voilà. Donc, sachant ça, ben on a la réponse. Hein. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Donc, je vais écrire les équations maintenant. C'est ce que je viens de vous dire. Les équations, je vais traduire tout ce que je viens de vous dire en termes d'équations. Alors, ça veut dire que l'énergie apportée par l'autotransformateur ainsi que la résistance plongeur va faire en sorte qu'on aura calculé avec la tension efficace, le courant efficace et le chrono pour lequel le temps est passé, ben on va calculer 51 530 joules. Voilà, 51 530 joules. Alors, ceci va se répartir pour changer la température de la glace. Alors, c'est justement la masse de glace qui est de, je ne sais plus combien, 40 grammes, je crois. 40, voilà, 40 grammes. 40 fois la chaleur latente de fusion de la glace. Et c'est justement ce qu'on recherche. Hein. Chaleur latente de fusion de la glace. C'est justement ce qu'on cherche. L'inconnu, il est là. Donc on maîtrise tout. Dans le calorimètre, on maîtrise tout. Hein. Tout est maîtrisé, tout est contrôlable. Tout, sauf l'inconnu, chaleur latente, on pourra mesurer la chaleur latente de fusion. Tout est contrôlable parce que la tension de service est contrôlable. Le courant est contrôlable parce qu'on a mis une résistance bien déterminée. Donc, ayant mis une résistance thermoplongeur dans l'eau bien déterminée, le courant est contrôlable au travers d'une tension contrôlable. Donc, ces deux paramètres sont contrôlables, tension et courant sont contrôlables. On en met un chrono, on sait bien que bon, la température doit aller de 0 à 28. La lecture par le thermomètre est contrôlable parce qu'il suffit de faire une observation sur le thermomètre. Et une fois qu'on a les 28,8, on arrête, on déclenche le chrono, on déclenche, et on a le temps. Donc tout est contrôlable. La variation de température est contrôlable, le temps est contrôlable, la tension est contrôlable, le courant est contrôlable. La résistance, elle est contrôlée parce qu'on l'a placée, voilà, on sait bien ce qu'on a mis comme résistance. La manette nous fixe la tension de service à placer, donc on connaît tout est connu. Alors, la glace, on a mesuré 40 grammes, on a pris 40 grammes de glace, on a placé 40 grammes. L'eau, on a pris 250 millilitres, c'est-à-dire 250 grammes. On sait le mettre avec un berlin jaugé, on va dire un récipient avec un niveau indicateur de volume. Donc je prends 250 millilitres, je mets dans un récipient où on a indiqué voilà, le volume. Donc tout est contrôlé, tout est contrôlable. Le 120 joules par Kelvin, ben, ça a été fait par un laboratoire et ça permet de trouver ceci. Donc c'est une constante qui est donnée. Une fois qu'on a fait un laboratoire où le fabricant a fabriqué le vase de Dewar, mais vous donne la capacité calorifique du calorimètre. Voilà, 120 joules par Kelvin. Donc tout est connu sauf la chaleur latente de fusion, mais donc on s'est retrouvé cette valeur. Donc dans la fonte de la glace, il n'y a que ça qui a un paramètre qui n'est pas maîtrisable, mais qu'on va maîtriser bien sûr au travers des équations. Hein. On va le maîtriser, c'est pas un problème. Hein. On connaît beaucoup de choses qui tournent autour, donc on va maîtriser, on va pouvoir moins maîtriser la chaleur latente de la glace. Bon, alors la masse d'eau, c'est 250 grammes fois le C de l'eau. Je vais travailler en joules par gramme et par degré parce que j'ai déjà des grammes ici. Donc il fait 4,186, je prends 4,186 joules par gramme et par degré, fois la variation de température, ben, c'est 28,8 moins 0. Ceci, moins 0, voilà. Parce que la température de fusion de la glace est à 0 degré, voilà, à pression atmosphérique. Voilà. Alors maintenant, il faut tenir compte du calorimètre enfin, la capacité calorifique du calorimètre qui est de je ne sais plus combien, 150, je ne sais plus combien, je ne vois pas où ce qu'il est, 120 joules par Kelvin.
Alors on va tenir compte de ça. 120 joules pour un Kelvin. Voilà, c'est 120 joules pour un Kelvin. Donc c'est 120 joules, mais il y a 28 degrés 8. Hein. Voilà, il va monter de 28 degrés 8. Donc il faut faire multiplier par les 28 degrés 8 de changement de température du calorimètre. Qui est celui de l'eau, c'est bon voilà, l'eau va varier, la glace elle va fondre. C'est pas qu'elle va varier, elle va fondre. Voilà. Donc on a bien notre inconnu qui est ici, que je vais mettre en rouge, et ça revient à une équation à une inconnue. Bon, on va rechercher ceci, et on va pouvoir retrouver la chaleur de la glace. Bon, on va faire nos petits calculs ici. Alors ceci c'est en joules, hein. Je vous rappelle que la valeur est en joules. On va déjà calculer ceci. 250 fois 4,186 fois 28,8. Voilà, ça c'est pour la chaleur prise par l'eau. On a la chaleur prise par l'eau. Alors là on a toujours la chaleur latente de fusion de la glace. Et là on a toujours notre 40. Maintenant je vais rajouter la partie prise par le calorimètre de Dewar. Mais j'ai oublié de mettre la température ici, ce qui fait 28,8. 28,8. Voilà, donc on va multiplier 120 fois 28,8. Voilà, 3400. Donc, ici vous voyez la partie prise par l'eau, hein, 30 000, elle prend énormément. 30 000, 30 000 joules, alors que le calorimètre, lui, va prendre 3000 joules. Euh, 3000 joules. 3456. Voilà. Alors, et bien maintenant, pour déterminer la chaleur latente de fusion de la glace, ben, il faut prendre les 51 000 qui sont la totalité, moins celui qui va servir à chauffer l'eau, moins à celui qui va faire en sorte que le calorimètre va se réchauffer par prise de chaleur. Voilà, il va prendre la chaleur pour se réchauffer aussi. Voilà, la réponse fait 17 000. Il en reste plus que 17 000. Et 17 000, c'est justement pour la fusion de la glace. C'est ce qui va servir à la fusion de la glace. Donc, comme on a une masse de 40, mais on peut retrouver l'inconnu qui est la chaleur latente de fusion de la glace. Alors, comment va-t-on faire? Ben, il suffit de faire la division de ce nombre-là qui représente toutes les pertes caloriques. Enfin, c'est pas des pertes, ce sont des absorptions. Hein. On ne parle pas en tant que perte. Perte, c'est quand c'est quelque chose qu'on ne désire pas, une perte. Ici, on ne peut pas parler en tant que perte, mais en tant que d'absorption. Ils vont absorber. Voilà, absorber. Voilà. Par contre, le calorimètre, c'est une perte. Hein. Le calorimètre, c'est une perte. Parce que le calorimètre, il vient interférer dans. Voilà. Mais de toute façon, il est pris en charge dans les calculs. Donc c'est pas tout à fait une perte comme on pense, parce qu'il est pris en charge par les calculs. Donc c'est pas qu'on ne sait pas, on ne sait pas le déterminer, au contraire, on sait le déterminer facilement. Donc, alors 448. 404, ça me semble beaucoup. Bon, c'est qu'il y a un petit problème quelque part.
Il y a un problème quelque part, il faudra le trouver. Voilà. Parce que je vous ai dit qu'on doit être dans la zone de 333 à 337. Alors il faudra contrôler les calculs. On a bien 51 530 joules fournis. Voilà. L'eau, on a 250 grammes, je travaille en grammes. 40. Alors ceci, est-ce que c'est bien 4,186 joules par degré? Oui, là on a bien 28,8. Oui, oui, ici je vois quelque chose. Contient 250 grammes d'eau et 40 grammes de glace. Attention, attention, attention. Oui, bien sûr que oui. Je reviens au dessin. Oui, effectivement, il y a 250 grammes d'eau et 40 grammes de glace. Ce qui veut dire que rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. La glace ici, en fait, elle est devenue en eau. Mais il y avait quand même 40 grammes. Donc, ces 40 grammes se sont transformés en eau. Donc, ce qui veut dire que combien a-t-on d'eau? En fait, on a 250 plus 40 grammes. Voilà, en fait, on n'a pas 250 grammes d'eau. On a 290 grammes d'eau. Parce qu'il ne faut pas oublier que la glace, hein, la matière s'est transformée. Voilà, on a 290 grammes d'eau. Voilà, c'est peut-être ça le problème. Alors, je vais aller voir tout de suite. C'est sûrement ça. C'est sûrement ça. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas avoir 250 grammes. Hein. Bon, il y a la... Voilà. On va s'en rendre compte tout de suite. Maintenant, j'ai 40 grammes pour la glace, oui. Mais j'ai pas 200. Pour le caloromètre, ça tient pas compte de la masse parce que c'est une capacité thermique. Voilà, il y a déjà tout qui est pris dans la capacité thermique. La capacité thermique, là-dedans, est repris la masse fois le C du calorimètre. C'est la masse du caloromètre fois le C du calorimètre. Donc, voilà, donc il n'y a pas à introduire une masse là-dedans. Par contre, ici, je vais mettre c'est 250. 250, je vais aller rechercher 250. 250 plus les 40 ici. Voilà, là j'ai 290, ça c'est juste. Et voilà, on se retrouve avec 327. Et donc je vous avais dit que si on se retrouvait dans la zone 327, ouais 327, ben, je vais aller voir sur Goodfellow, parce que c'est vrai que la glace, je vais aller voir sur... Je pensais que c'était 333 000, enfin bref. 327 000. Je ne pensais pas que c'était 327 000, mais enfin bref. On va accepter ça comme ça. Hein. Moi, je pensais que c'était dans l'ordre de grandeur de 333, 334. Donc c'est ça en fait, c'est bon. Hein. 327. Bon, on va accepter cette valeur-là. Hein. Donc c'est en joules par... en joules par gramme. Joule par gramme. Non, en joule par gramme. En joule par gramme. Bon, vous pouvez voir sur internet, hein, bon, vous êtes aussi grand que moi, pour aller voir la valeur de cette valeur-là. J'irai la voir, je remettrai en remarque exactement ce qu'il en est. Ben, pour moi, c'est bon, hein, c'est 327 000, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai 333 000. Je vais regarder, je vais taper un coup d'œil.
Bon. Je ne sais pas ce que j'ai mis cette table là, mais enfin c'est pas grave. J'ai une table, hein, mais bon, je ne sais pas ce que je l'ai mis. Faudrait que je cherche. Mais en tout cas, je vais terminer la vidéo. Je mettrai en remarque, j'irai voir sur un site internet et je vous dirai quoi. Voilà, je vais arrêter cette vidéo ici. Voilà, je vous remercie beaucoup.